est délit. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropical qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son homme à au guide parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. On va tuer les mentales, c'est la faute à Babia. On gagne ignorance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand quelqu'un te dit que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carotage. Comment? Ton cas est grand. Tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Moi, sur le don de la vie, ça fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la perte de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Dans l'ordre de pouvoir, et il te traite comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon propre coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'âge là, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibates tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ça te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le mariage te blesse, c'est la faute à Babia. Ton édifice te stresse, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le reste c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonsoir tout le monde. Mes chers amis, comme je vous dis tous les jours, ne vous fiez pas à ce que les gens disent. Il faut toujours se fier aux faits. Lorsque tu te fies aux faits, personne ne peut te tromper. Aucun journaliste sur la planète Terre ne peut te tromper, ne peut te manipuler. Face à une information donnée, les faits historiques, tu peux les utiliser pour avoir une bonne compréhension des choses du présent. Je le dis tous les jours. C'est pas celui qui... J'ai toujours pris un adage bafia qui dit: c'est pas celui qui crie fort
que sors, je vais te tuer, sors, je vais te tuer, qui va toujours finir par tuer. Tu peux me dire, sors, je vais te tuer. Je sors, c'est moi qui te tue. En quelque sorte, les gens qui aiment dire, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Tu vas voir, tu sors. Tu vas voir sur le tour contre toi. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que si nous entrons sur l'histoire pour voir ce que nous a donné la démocratie, ce que nous a donné le monde civilisé, c'est le discours. Le monde civilisé, la démocratie. Il faut donc que le monde civilisé et la démocratie, on essaie de voir l'effet historique du monde civilisé et de la démocratie. Parce que si tu ne pars pas sur l'effet historique pour avoir un jugement sur le présent, tu seras manipulé par les médias. Je vais vous lire ce qu'a apporté le monde civilisé avec la démocratie. Écoutez. Voici les faits sur le terrain du monde civilisé et la démocratie. 1947, lorsque la Grande-Bretagne décide de quitter l'Inde, éclate une guerre civile entre hindous et Pashtun d'un côté. Ça a divisé le pays en deux, l'Inde. Une partie est restée Inde, une autre partie est devenue Pakistan. Je suis en train de vous dire le monde civilisé, ce que ça a donné. Maintenant, il y a une province qui était restée entre les deux pays lors de la scission. Parce que l'Inde avait une particularité, c'était qu'avec le système anglais d'Indirect Rule, l'Inde avait une particularité, c'est qu'il y avait les royaumes partout, et c'est le royaume qui administrait avec les rois, tous les Indes. Lorsque la Grande-Bretagne part, il se sépare donc en deux. Le Pakistan est musulman majoritairement, et l'Inde avec l'hindouisme. Il y a donc une province au milieu des deux. En majorité musulmane, mais à sa tête de la province, les Britanniques avaient mis un roi hindou. Lorsqu'arriva pour que cette province décide de choisir entre le Pakistan et l'Inde, c'est le roi qui devait choisir. Il a choisi qu'il il choisit l'Inde. On lui dit, mais la population est à majorité musulmane, tu peux pas aller à l'Inde. Ça débute la guerre du Cachemire. Parce qu'il y a deux Cachemires. Il y a un Cachemire appartenant au Pakistan, il y a un Cachemire appartenant à l'Inde.
et c'est la partie du Cachemire appartenant à l'Inde, qui est une province majoritairement musulmane, depuis 1947. Ils sont en guerre. La démocratie, le monde civilisé. Depuis 1950, la démocratie et le monde civilisé nous a donné la guerre de Corée. Ça a divisé la Corée en deux. Corée du Nord avec pour capitale Pyongyang, Corée du Sud avec pour capitale Séoul. C'est la démocratie et le monde civilisé. Des millions de morts. D'où Kim Il-sung, le fondateur de la République nord-coréenne, avait juré qu'il lui faut la bombe atomique pour se protéger. Parce que le monde civilisé et la démocratie avaient massacré là-bas. Du napalm, des bombes chimiques. 1954, éclata en Amérique latine au Guatemala. Une guerre soutenue par l'empire du mensonge. Des millions de morts au Guatemala. Quand vous voyez, ils sont partout là, ce n'est pas pour rien. Les Guatémaltèques, ils sont partout là. C'est eux qui sont majoritairement dans les immigrants latins pour aller aux États-Unis d'Amérique. 1955, la guerre au Cameroun. Le monde civilisé et sa démocratie. 1958, la guerre en Indonésie, le monde civilisé et la démocratie. 1961, la guerre de Cuba, le monde civilisé et la démocratie. 1961, le Vietnam. 1961, la guerre civile d'Angola. Des millions de morts. C'est fini en 1994. 1964, la guerre du Congo-Kinshasa. Assassinat de tout ce que vous connaissez, les Lumumba et autres. 1964, éclate la guerre du Zimbabwe, le monde civilisé et la démocratie. 1964, éclate la guerre du Laos, le monde civilisé et la démocratie. 1964, éclate la guerre de Colombie avec les FARC. Elle continue depuis 1964. La guerre de Colombie. 1964, la guerre éclate au Brésil. Le monde civilisé, démocratie. 1955, éclate la guerre civile au Tchad. François Tombalbaye fut assassiné. 1966, la guerre éclate en Namibie. Avait à sa tête le président, le leader de la SWAPO. Le président, il s'appelait Sam Nujoma. 1967, la guerre du Cambodge avec les Khmers rouges. L'empire civilisé, notre civilisation et les droits de la démocratie. 1967, éclate la guerre de la République dominicaine. Le monde civilisé et sa démocratie. 1967, éclate la guerre du Biafra, avec des millions de morts. Avec Bob Denard et M. Richard Foucault. 1975, éclate la guerre du Liban. 1960
éclate la guerre du Timor oriental en Indonésie là-bas. Les îles qui sont au large de l'Indonésie. On appelle ça le Timor oriental. Elle est finie des années, je pense, les années 2000, hein, lorsque le président Swapo a été évincé du pouvoir. 1976, Argentine avait un régime militaire dictatorial. Massacré tous les Noirs. Le monde civilisé et la démocratie. 1977, éclate la guerre du Mozambique. Monde civilisé et la démocratie. 1981, éclate la guerre du Nicaragua organisée par la CIA. Des millions de morts. 1984, la guerre de Grenade, avec ses milliers de morts. 1989, éclate la guerre de Philippines, avec le général, il avait un nom là. 1989, éclate la guerre de Libéria, avec Charles Taylor, que la CIA avait débarqué au Libéria. Je vous rappelle que 1989 éclate la guerre du Panama. « 1991 éclate la guerre d'Irak. Le monde civilisé et la démocratie. 1991 éclate la guerre de la Sierra Leone, la guerre civile, des millions de morts, le monde civilisé et la démocratie. 1991 éclate la guerre d'Algérie avec le parti politique, avec le parti islamiste, l'Office. 1995 éclate la guerre de la République d'Abseka. 1997 éclate la guerre civile au Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso, les Blancs, les Cobras et les Tigres avec le Premier ministre Lissouba à cause du Pitor. 1998 éclate la guerre du Soudan. 1999 éclate la guerre de Yougoslavie. Le monde civilisé et la démocratie. 2001 éclate la guerre d'Afghanistan pour chercher Ben Laden. 2002 éclate la guerre du Yémen. C'est encore jusqu'à présent. Oh, là-bas c'est grave, même les enfants on bombarde. 2003 éclate la guerre du Darfour au Soudan. 2003 éclate la deuxième guerre d'Irak. Irak de Saddam Hussein après l'assassinat du président irakien Saddam Hussein. 2006 éclate la guerre de Somalie. Le pays n'existe plus. 2010 éclate la guerre civile en Côte d'Ivoire. La démocratie et le monde civilisé. 2011, destruction de la Libye. 2016, rébellion au Cameroun, en Amazonie. 2014, guerre au Mali. C'est ça le monde civilisé. Maintenant, je vous pose la question. Combien de guerres civiles, combien de guerres a organisé la Russie? Je suis contre la guerre. Je suis contre la guerre. Mais je dois quand même m'interroger sur le monde qu'on nous vend. La Russie a libéré le peuple abkhaze en Géorgie, terrorisé par les Géorgiens. Grâce à la Russie, l'Abkhazie est devenue une république faisant partie de la Fédération de Russie. Grâce à la Russie, le peuple ossète
de l'Othétie du Sud est devenu indépendant face au massacre des Georgiens qui voulaient les éradiquer, pareil comme on a fait aux Noirs en Amérique, en Argentine. Grâce à la Russie, le peuple obsèque est devenu indépendant avec une république faisant partie de la République fédérale de Russie. Aujourd'hui, grâce à la République fédérale de Russie, la République de Lugansk est en train de voir le jour du soleil. Grâce au peuple russe, la République de Donetsk est en train de voir la lumière du soleil. Grâce à la Russie, le Mali est en train de retrouver son territoire total. Grâce à la Russie, la République centrafricaine est en train de retrouver tout son territoire. Grâce à la Russie, le Soudan est en train de retrouver la paix au Darfour. Grâce à la Russie, la Syrie est en train de retrouver tout son territoire. Je vous pose la question. Moi, j'aime faire mes analyses sur les bases des faits. Les faits montrent que ce que les gens disent dans leur bouche, ce n'est pas ce qu'ils font sur le terrain. Ils vous vantent les mérites. Ils sont un monde civilisé. Ils ont des valeurs. Les valeurs occidentales, les valeurs chrétiennes, les valeurs historiquement. J'ai l'obligation de chaque fois d'interpeller les croyants. J'interpelle toujours les croyants. Vous êtes au Canada. Vous êtes au Canada. Les églises sont vides. Perte de la vocation. Voilà la raison, hein. On dit perte de la vocation. Les églises sont noires. Il y a des périodes comme ça dans la vie où des gens se sont organisés en puissance pour dominer le monde. À partir de ce que je viens de lire, entre le monde dit civilisé, démocratique, qui a organisé plus de 20 millions de morts. Mais les Russes, le président russe est un paranoïa. Mais la question que nous devons une fois de plus nous poser, mais pourquoi les Américains, les Européens ne disent pas à M. Poutine, l'OTAN ne pourra plus avancer à l'Est en signant un traité? Pourquoi ils ne le font pas? Mais j'entends sur les plateaux de télévision des hommes et des femmes nous disent l'Ukraine résiste, l'Ukraine résiste. Le peuple ukrainien est en train d'être massacré. Des gens s'asseyent sur les plateaux de télévision, ils disent que l'Ukraine résiste, l'Ukraine résiste. Monsieur, l'Ukraine résiste avec quoi? Le pays est en train d'être détruit. Et vous êtes sur les plateaux de télévision, nous dire comment l'Ukraine résiste. Le peuple est martyrisé, massacré. Vous dites sur le plateau de télévision que l'Ukraine résiste. Ça, c'est le monde civilisé, démocratique. Je suis sûr que Volodymyr Zelensky a un projet pour éradiquer le peuple d'Ukraine, pour les faire remplacer. Parce que à l'heure actuelle où je vous parle, il y a déjà un deal entre l'enfant, entre ceux qui se sont fait appeler enfants de Kaloba,
enfants de Nsi, enfants de Bel, enfants de Zamba sont en train de dire qu'ils vont rentrer chez eux en Ukraine. À l'heure actuelle où je vous parle. Les gens font du reportage pour une guerre. Ils vous disent que le peuple résiste. L'armée ukrainienne résiste. Toutes les villes ne font que tomber. La Russie applique la même tactique. Ils viennent, ils encerclent la ville, personne ne sort, personne ne rentre. Ils savent bien, vous allez sortir. Personne ne sort, personne ne rentre. Vous sortez vous-même. Ouais, chers compatriotes, ça me permet d'embrayer le deuxième sujet. Tout n'est que intérêt sur cette terre. Je le dis souvent avec une facilité. Oui, allô? Oui. Je vais t'appeler après. Maintenant, j'embraye au deuxième sujet. J'ai passé mon temps ici 4 ans à vous dire, tout sur cette planète Terre n'est que intérêt. Et je vais vous démontrer. La question que les gens refusent de se poser. Comment on a fait pour que mon bien physique m'est troqué par un papier? Mon bien physique m'est troqué par un papier. Mon bien physique m'est troqué par un papier que la personne va imprimer, me donner, il me dit que le papier que tu vois là, il est important, le papier là, il est important. Hein. Vous savez comment ça s'est passé? Ça s'est passé par des massacres, des crimes, les valeurs, la civilisation européenne occidentale, la démocratie, massacre, des crimes. Vous savez comment les banques sont nées? Les banques sont nées parce que les gens avaient de l'or. Et un groupe bien organisé a commencé a mis un plan sur pied pour attaquer régulièrement les propriétaires et les gens qui avaient l'or. Il y avait donc un qui s'est démarqué dans ce groupe. Lui, il est parti ouvrir une institution, dire que moi, je vais vous donner ce papier, je vous garantis votre or. Que quand tu viens à n'importe quand, je te remets l'or. Mais avec ce papier-ci, tu peux donner ce papier en garantie en disant à la personne, j'ai tel nombre d'or. C'est comme ça que les banques sont nées. Par quoi? La violence, le crime. Donc, vous pensez que les États qu'on a découpés en Afrique, ça n'a pas d'intérêt? Bien sûr que ça a été découpé sur la base des intérêts. Maintenant, moi, comme je soutiens la grève des enseignants, il est bien vrai, aucun parent ne souhaite qu'une grève ne s'éternise. Je souhaite vivement que l'administration camerounaise
fasse les efforts de régulariser tout le monde. C'est le souhait. Parce que c'est le seul langage que l'administration camerounaise connaît. Les enseignants ont passé tout le temps à se coucher face à l'administration. Ils ne se sont jamais plaints. Ils supportaient que ça marche, le pays va, c'est difficile. Ils ont passé le temps à supporter. Quand j'ai lu sur les réseaux sociaux, on dit que l'enfant de Bongo menace qui est sous-préfet menace les enseignants. L'enfant de Famine Dongo qui est sous-préfet menace les enfants. Je ris. Mais sauf que les enseignants ont cru un seul instant qu'eux, ils n'ont pas d'intérêt. Et c'est leur erreur. Croire que dans une république, vous n'avez pas d'intérêt, vous avez donné vous-même le fouet à l'administration de vous fouetter. C'est pour ça que je les soutiens parce qu'ils se sont réveillés. Mais, je continue de dire, c'est une histoire d'intérêt. Le Cameroun obtient son indépendance en 1960. Vous connaissez le PIB? En 1960, le Cameroun avait un PIB de combien? Quelque chose de 600 millions et poussière. Je vais prendre le document, je vais lire. Mais sauf qu'il y a une particularité qui échappe à tout le monde, dont on ne fait pas cas, dont on refuse de parler. Mais ce PIB camerounais de 1960, il est produit par qui? Il faut toujours retenir la base de la libération des pays africains. Il y a une base. La base de la mise sur pied des républiques, c'est lorsque quelqu'un vient dire aux esclavagistes, mais ça vous coûte cher. Vous gardez les parents, vous gardez les enfants de génération en génération, ça vous coûte cher. Il faut faire de vos salariés. Vous n'allez plus être responsable. Faites de vos salariés, vous ne serez plus responsable. Je reviendrai sur ça pour vous expliquer. Voilà la base de la fin de l'esclavage. Lorsque quelqu'un est venu leur démontrer que le système, ils sont perdants. Ils avaient dans les Senzala, le père, le fils, le grand-père, l'arrière-grand-père. Donc, tout ça était à la charge du propriétaire d'esclaves. Le monsieur vient leur dire, ça vous coûte cher, des siècles. Faites des salariés, ils vont s'occuper d'eux-mêmes, vous allez mieux les contrôler. Maintenant, c'est sur cette base qu'on vient donc dire qu'il faut mettre les États sur pied. Le produit intérieur brut camerounais de 1960 est exclusivement cacao, café, bois. C'est fini. Qui produisait ce produit intérieur brut? C'est les esclaves. Le patron des esclaves. Écoutez-moi mes frères, ce que je suis en train de vous expliquer là. Le nouveau patron des esclaves, c'est le président et toute l'administration. C'est eux maintenant les nouveaux propriétaires d'esclaves. Mes frères, écoutez ce que je suis en train de vous expliquer.
La fin de l'esclavage a abouti à la mise sur pied des républiques. Donc, le président et l'administration sont les nouveaux gestionnaires des esclaves qu'on va rendre des salariés. Est-ce que le patron d'esclaves qui prennent la production et allait vendre, est-ce qu'il travaillait? Non. C'est les esclaves qui travaillent. Le produit intérieur brut camerounais, produit en 1960, qui est de l'ordre de 600 millions et poussière, était travaillé par des citoyens camerounais. Mais qui n'avaient pas droit au chapitre. Pareil comme chez les propriétaires d'esclaves. Le propriétaire d'esclaves, le propriétaire d'esclaves, les surveillants, ceux qui redressaient les esclaves par la chicote, ceux qui donnaient les... Donc, il y avait toute une organisation. Chez un propriétaire d'esclaves, c'était toute une organisation. Il y avait des auto-entrepreneurs. Lorsque les chevaux sont malades, il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur pour nettoyer les sabots des chevaux, pour nettoyer les charrues, pour porter... C'est ça qu'on a donc transposé. On a mis ça que ce soit les nouvelles républiques. Lorsque les citoyens camerounais travaillent, ils produisent le produit intérieur brut. Qui mange le produit intérieur brut là? Le président et l'administration. Qu'on va choisir au préalable parmi les esclaves pour faire les esclaves de salon, de maison. On va appeler ça concours administratif. Recrutement direct. Recrutement par augmentation de grade. Il faut que vous m'écoutiez, s'il vous plaît. Je suis obligé de parler comme ça. Chercher des exemples pour que les gens comprennent le système. Vous parlez de ce qu'on nous a donné. C'est dans ça que nous sommes. Rien n'a changé. C'est pour ça que quand les gens viennent dire changement, Paul Biya must go, je me lève, je pars. Je quitte, je m'en vais. Parce que si tu comprends ce que je suis en train de te dire là, tu ne peux plus te lever et te dire Paul Biya must go. Paul Biya n'est pas le problème. C'est de comprendre le système. Comment il a été bâti. Qu'est-ce qui a poussé à ce qu'on le mette sur pied? Comment il fonctionne? Comment les intérêts à l'intérieur sont imbriqués? Je vous dis, je vous pose la question. Lorsque en 1960, les Camerounais produisent le produit intérieur brut là, est-ce que c'est les gens qui ont produit ce produit intérieur brut qui mangent? Non. Kali de Normandie. Avant de continuer, je vais te répondre. Tu dis, je ne parle pas des crimes contre le peuple anglophone, pas bien. C'est parce que tu refuses d'écouter ce qu'on dit. Biya est à Bamenda. Non. Biya n'est pas à Bamenda. Biya est à Boya. Non. Biya n'est pas à Boya. Mais si tu comprends ce que je dis, le système mis sur pied par ceux qui avaient des intérêts à protéger, tu vas me comprendre. Bon, si tu as une idée arrêtée, que tu es allé à l'école d'une dame et de dire que tu es ingénieur et que tu ne peux pas comprendre ce que je t'explique là, tu ne sortiras plus jamais du piège. Je continue. Observez bien que le produit intérieur brut, le PIB d'un pays,
c'est l'ensemble des biens produits dans ce territoire. Mais qui mange alors? Qui mange? Lorsqu'on a produit, il y a quelqu'un qui doit manger. Mais oui, il y a quelqu'un qui doit manger. Il y a quelqu'un qui doit manger. Ce produit intérieur brut est donc mangé par tout un ensemble de personnes qu'on a préalablement choisies via les concours, via les recrutements, qu'on a baptisé l'administration. Ils sont là pour gérer le champ des esclaves que nous sommes. C'est bien. Je sais que M. Biya fabrique les armes pour tuer les anglophones. C'est Biya qui fabrique ça. Mais, pour que vous ne mouriez pas bête, nous tous là, qu'on ne meure pas bête. C'est pour ça que je suis là. Parce que quand je vais prendre le produit intérieur brut du Cameroun de 1960 à nos jours, je vais vous poser la question. Lorsque le produit intérieur brut camerounais en 1960 était de 600 millions et que la population... Khalil, je t'ai répondu facile, mais tu refuses de comprendre. C'est Biya qui fabrique les armes. Si tu es incapable de trouver la relation qui existe entre celui qui fabrique les armes et les ambazoniens et les intermédiaires qui sont comme dans le circuit cacao, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est ça que je te dis. Donc si tu refuses de pousser ta réflexion loin, tu ne peux pas t'en sortir, mon frère. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir. C'est pour ça que j'ai commencé mon direct par vous montrer le discours. Le discours. J'ai vu un homme politique français dire qu'il faut qu'on juge Vladimir Poutine. Mais il a oublié qu'on ne peut pas juger Vladimir Poutine. On n'a jamais jugé Tony Blair. On n'a jamais jugé Bush, fils. Jamais. Donc tu ne peux pas comprendre ça, Khalil. Tu ne peux pas comprendre. Donc, tu penses que quelqu'un qui a passé son temps à appeler le peuple du nord-ouest et du sud-ouest des Nétis peuvent vous aimer plus que nous? Tu crois vraiment? Khalil, il ne peut pas vous aimer plus que nous. Jamais de la vie. C'est l'erreur de ces gens. Donc je continue. Lorsque tu te rends donc compte que ceux qui ont produit le produit intérieur brut n'ont pas droit au chapitre, la question que tu dois te poser, si le produit intérieur brut camerounais est de 600 millions et poussière, est-ce qu'il est resté à 600 millions et poussière? Non. Il est allé en augmentant. Et je vais donc vous dire, entre 1960, est-ce que les Camerounais vivaient mieux de maintenant, avec le produit intérieur brut qu'on a là? Tendez vos oreilles, mes frères. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste et je persiste en vous disant le problème, c'est les fonctionnaires. La grève des enseignants est en train de les mettre dos au mur. Écoutez
que vous complotez contre quelqu'un qui ne vous a rien fait. Écoutez l'audio. Bonjour chers collègues, je suis Moyole Daniel de l'école maternelle de Sep où j'ai enseigné depuis ma sortie de l'ENIER jusqu'à présent. Je suis à 9 ans après et au jour d'aujourd'hui, après les publications que j'ai faites à Facebook, ces jours concours concernant la grève, l'inspecteur m'appelle ce matin pour me dire que le sous-préfet vient me rencontrer par rapport à ces publications-là. Donc, pour dire quoi, ce sont des menaces. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est quoi? C'est que j'ai enseigné dans cette même école, je suis en ma 9e année. Et j'ai enseigné pendant 9 ans, sans matricule, sans rien, sans même regarder que non, j'aurai un argent ou bien quelqu'un va venir. J'ai aidé les populations de ce village pendant toutes ces années. Et au jour d'aujourd'hui, juste parce que j'ai revendiqué mes droits, on m'envoie les autorités au point où on m'appelle pour me dire que je dois savoir comment me défendre. Et je voudrais rappeler que cette année, à cause du désordre qu'il y a au Minedur, j'ai déposé les dossiers comme tout le monde et je n'ai pas pu composer à cause de ce que les listes n'ont pas été publiées à temps. Sur la liste officielle, il n'y avait pas mon nom. Sur la liste des noms rejetés, quelques temps après, vous pouvez vérifier vous-même. Je m'appelle Moyole Daniel Irénée, quatrième 2013. Je n'ai pas composé à cause de ce que mon nom ne figurait nulle part. Nulle part. Nulle part. Pour moi, je pensais que mon dossier était rejeté. Pourtant, ce sont des erreurs. Ils n'ont publié ni la liste des rejetés à temps, ni la liste officielle à temps. Et je me suis retrouvé en train de ne pas composer. Comprenez et partagez ma peine. C'est trop, c'est trop. Je suis fatigué. Et j'attends ce sous-préfet dans cette école actuellement. Qu'il fasse ce qu'ils vont vouloir faire de moi. Trop, c'est trop. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Je serai limite. Je parle avec là, mon Dieu. Je suis à 10 ans. 10 ans. Partagez le direct. Partagez le direct. Ne frère, partagez le direct, chers collègues. C'est trop. Je mets cette vidéo pour te faire comprendre. Khalil, c'est que lorsque... C'est pour ça que je continue d'insister. J'interpelle les Camerounais de l'administration. Détrompez-vous. Infirmiers, médecins, enseignants, primaires, secondaires, universitaires. Vous n'avez pas les mêmes intérêts que les hauts fonctionnaires qui sont dans les ministères. Vous n'avez pas les mêmes intérêts. Les mêmes intérêts. Parce que si vous avez les mêmes intérêts, ils allaient vous traiter exactement comme ils traitent les gens de l'INAM. Ils ont les mêmes intérêts. Les gens de l'INAM. Tu ne vas jamais attendre un inspecteur des impôts pleurer. Tu ne vas jamais entendre un magistrat pleurer. Que mon salaire, mon ceci, pendant 10 ans. Tu ne vas jamais entendre un administrateur civil pleurer. Mon machin. Tu ne vas jamais entendre un documentaliste pleurer. Jamais. Ils ont les mêmes intérêts. Ils ont fait la même école. Ils appellent ça là-bas solidarité de promotion. Ton promotionnaire
que vous êtes sortis ensemble avec lui. Toi, tu es magistrat, lui, il est documentaliste. L'autre là est administrateur civil, lui là est inspecteur des impôts. Ils font un. Dès qu'un a un problème, il sait là où on a affecté son frère, son ami, sa promotion, c'est lui qui l'appelle. Parce qu'ils ont le même intérêt. Maintenant, regarde comment le PIB de l'État du Cameroun, je vais te lire ça. Et je vais te poser la question, la vie de qui a changé? La vie du citoyen lambda ou la vie du fonctionnaire qui a changé? Sa vie a changé ou pas? Je te rappelle en passant, lorsque l'État du Cameroun a un produit intérieur brut de 600 millions et poussière, les véhicules de fonction, c'est la 504, la Renault 12, la Renault 4, la 2 chevaux, la Mercedes c'était pour le président, la 504 c'était pour les ministres. La particularité de ça, c'est que, mais la vie du citoyen n'a jamais changé. Au contraire, ça se dégrade. Écoute dans le produit intérieur brut du Cameroun. Qu'on nous dise tout, mais les faits sont là. Les faits parfois sont souvent têtus. Si les concours organisés par la fonction publique, mais c'est ça que nous appelons le coup d'état scientifique, non? En 1960, le produit intérieur brut du Cameroun est de 614 millions 206 071 francs. En 1961, le produit intérieur brut du Cameroun est de 652 777 614 avec un taux en pourcentage d'augmentation de 6,28%. Le produit intérieur du Cameroun en 1962 est de 694 247 726 francs avec une augmentation de 6,35%. En 1963, le produit intérieur brut du Cameroun est de 718 320 francs, 320 701 francs, avec un taux d'augmentation de 3,47%. En 1964, le produit intérieur brut du Cameroun est de 776 650 650 126 francs avec un taux d'augmentation de 8,12%. En 1965,
le produit intérieur brut du Cameroun est de 814 83 378 francs, avec un taux d'augmentation de 4,82 francs, 82%. Donc vous voyez que le produit intérieur brut du Cameroun ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. Mais répondant à la question, ça augmente, mais la vie au quotidien des citoyens esclaves que nous sommes, ça augmente. En 1966, le produit intérieur brut du Cameroun est de 851 172 663 francs, avec une augmentation de 4,51%. En 1967, le produit intérieur brut du Cameroun est de 936 175 405 francs, avec une augmentation de 9,99%. En 1968, le produit intérieur brut du Cameroun est passé à 1 milliard 46 191 192 francs, avec un taux d'augmentation de 11,81%, 11,8%. En 1969, le produit intérieur brut du Cameroun est de 1 milliard 100 551 379 francs, avec un taux d'augmentation de 5,20%. En 1970, le produit intérieur brut du Cameroun est de 1 milliard 151 217 147 francs, avec un taux d'augmentation de 4,60%. Le produit intérieur brut du Cameroun en 1971 est de 1 milliard 236 941 201 francs, avec un taux d'augmentation de 7,45%. En 1972, le produit intérieur brut du Cameroun est de 1 milliard 498 252 francs 252 millions 50 000 et 21 francs, avec un taux d'augmentation de 1,1%. En 1973, le produit intérieur brut du Cameroun est de 1 milliard 901 393 216 francs, avec un taux d'augmentation de 26,9%. En 1974, le produit intérieur brut du Cameroun est passé à 2 milliards 157 415 246 francs, avec un taux d'augmentation de 13,5%. En 1975, le produit intérieur brut du Cameroun est passé à 2 milliards 857 37 371 francs, avec un taux d'augmentation de 32,4%. Je m'arrête d'abord là. M'en vais lire. En 2017, le produit intérieur brut du Cameroun est de 36 milliards 98
550 142 francs avec un taux d'augmentation de 6,7%. 6,76%. En 2018, le produit intérieur brut du Cameroun est passé à 39 milliards 973 millions 839 065 francs avec un taux d'augmentation de 10,72%. 10,7%. En 2019, le produit intérieur brut du Cameroun était de 39 milliards 670 millions 977 333 francs avec un taux d'augmentation de 758%. Mes chers amis, lorsque je vous lis ces chiffres, je vous lis ces chiffres pour que vous compreniez que le produit intérieur brut d'un pays, le Cameroun en particulier, c'est le bois. Est-ce que c'est les fonctionnaires qui travaillent le bois? Non. C'est le pétrole. C'est les fonctionnaires qui travaillent le pétrole? Non. C'est le diamant. C'est les fonctionnaires qui travaillent le diamant? Non. C'est l'or. C'est les fonctionnaires qui travaillent l'or? Non. C'est le gaz. C'est les fonctionnaires qui travaillent le gaz? Non. C'est le VA, le caoutchouc. C'est les fonctionnaires qui travaillent le caoutchouc? Non. Le palmier à huile. C'est les fonctionnaires qui travaillent le palmier à huile? Non. La banane. C'est les fonctionnaires qui travaillent la banane? Non. L'ananas. C'est les fonctionnaires qui travaillent l'ananas? Non. Le cacao. C'est les fonctionnaires qui travaillent le cacao? Non. Le café. C'est les fonctionnaires qui travaillent le café? Non. C'est les fonctionnaires qui travaillent au port de Douala? Non. C'est les fonctionnaires qui travaillent au port de Kribi? Non. Mes chers compatriotes, c'est tout cet argent de votre sueur que Atangan dit voilà les voitures qu'on vous a achetées, c'est payant. Les fonctionnaires camerounais ont les dans leur maison. Les fonctionnaires camerounais ont les Maserati dans leur maison. Les fonctionnaires camerounais ont les Lamborghini dans leur maison. Les fonctionnaires camerounais ont les Daimler dans leur maison. Les fonctionnaires camerounais ont les Jaguar dans leur maison. Les fonctionnaires camerounais ont les Bentley dans leur maison. Les fonctionnaires camerounais, mon frère, je dois donner, j'ai oublié le tabac. Les fonctionnaires camerounais ont tout genre de véhicules de luxe dans leur parking. Mais est-ce qu'ils participent à la production du produit intérieur brut? Ils ne participent pas. Mais le système, il est comme ça. Parce que nous avons refusé de nous arborer le statut de citoyen. Lorsque le peuple camerounais va comprendre ce qu'on appelle la citoyenneté, ils seront libérés. Le fonctionnaire va commencer à faire ce pourquoi il est là. Protéger les intérêts des citoyens par un arbitrage et une organisation
de l'administration pour faciliter la tâche aux Camerounais qui vont créer des entreprises, qui seront les entrepreneurs. Au lieu de ça, ils ont transformé l'administration en monnayant presque tous les services. Donc, nous sommes devenus, les populations, les citoyens sont devenus comme le mouton qu'on doit tondre la laine après chaque hiver. C'est ça la réalité. Moi, je ne rêve pas. Ayant fait ce constat, ne viens pas parler de Paul Biya à côté de moi. Paul Biya n'est pas le problème. Paul Biya a une administration qui trouve que les citoyens sont passifs. Les citoyens ne connaissent pas leurs droits. Le jour où les parents camerounais vont décider que l'année prochaine, il n'y aura plus école, l'administration camerounaise va comprendre que la donne est en train de changer. Ils vont comprendre que le rapport de force est en train de changer. Mes frères anglophones ont failli atteindre leur objectif, mais ils ont été détournés par les gens qui ne connaissent pas la stratégie. Des gens qui avaient un autre agenda dans leur programme. Sinon, mes frères anglophones avaient atteint leur objectif. Comme vous le savez bien, avec l'administration, on ne tire pas trop la fronde jusqu'à ce que ça arrive au cassement. Parce que lorsque la fronde se casse, on perd des deux côtés. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, on tue les sous-préfets. On tue les gendarmes. On tue les policiers. On tue les militaires. On tue les civils. Ça veut dire que tant que tu tires la corde pour qu'elle se casse, il faut que les enseignants tirent la corde, après ils lâchent le mou. La corde se rétrécit. Ça permet à ce que la corde ne se casse pas. Donc, vous faites ce qu'on appelle le contrôle de nos revendications. Ne comptez plus sur les syndicats. Vous devez déjà avoir, vous, en tant qu'enseignant, une base de tous les enseignants de la République du Cameroun. Nous sommes dans le siècle de vitesse. Nous sommes dans le siècle du numérique. Écoutez-moi, mes frères, parce que si vous restez dans le cadre de OTS, c'est bien. Je vous parle de tirer la fronde, mais ne cassez pas la fronde. Parce que l'État aura toujours une solution d'urgence. On va faire ce que le colon avait fait en 1960. Tu connais plus ton nom, oui. Tu es enseignant. Tu as fait le coup moyen 2, oui. Tu es enseignant. Donc, moi, je vous exhorte de vous organiser de telle manière à ce que vos droits, que quand vous mettez la pression à ces gens qui sont dans l'administration, parce que les gens, vous êtes des parents d'enfants, vous êtes des enfants des parents, tous les Camerounais sont avec les enseignants, sauf les Ouran-Guinée, qui eux ont leur compte, ils ont trouvé leur compte. Je vous rappelle en passant qu'Ouran-Guinée n'a jamais défilé pour le RDPC avant qu'il ne soit nommé recteur. Aujourd'hui, il est recteur. Quand on dit
il y a un meeting du RDPC au sud, dans son village, dans son arrondissement, il est là-bas. Il marche. Il dit, vive le RDPC, vive le RDPC. Je vous parle des faits. Ne l'en voulez pas. Il défend son intérêt. Faut jamais oublier qu'il fait partie des membres fondateurs du MRC. Je répète, si vous oubliez ça, ce sont des intérêts. Comprenez le sens de vos intérêts et c'est ça que vous défendez. Je continue de vous le dire. Rien n'a changé sous le soleil. Les intérêts seront aujourd'hui, demain, après-demain. Je vous rassure en passant, vous et moi, en 2126, écoutez bien ce que je vous dis, en 2126, on ne nous connaîtra plus que telle personne a même vécu sur cette terre. Peut-être même là où nous les Bafias sommes là en 2126, on ne sera plus là. Imaginez donc 2100, 2300. Les gens qui vont pérenniser leur passage sur terre, c'est ceux qui seront mieux organisés. Ne croyez pas que ceux qui dominent le monde n'ont pas été organisés. Mais ils ont bien mis le système pour que le système leur survive. Et ça continue de leur survivre après la dernière guerre mondiale. Mais sauf que la Russie est en train de démanteler le système. Mais la Russie ne peut pas démanteler tout. Elle va démanteler une partie et leur laisser une partie. Mais vous et moi, on ne va même plus savoir si on a existé. On va se regarder comme ça. Ah, oui, le gars là même s'appelait même qui c'est Dieu donnait dans même là, c'est même qui non. Ça tombe même où. Ils ont même participé. Ah, c'est un Mbezele. Ah oui, c'est qui? C'est qui? Ah, c'est elle. Ah, c'est Myriam, Rachel Bodjo. Ah, on va. Je vous dis que vous, moi, vos enfants, vos petits-enfants, vous ne seront plus là. Ceux qui seront là, ce sont vos arrière-petits-enfants. Nous là, c'est terminé. C'est pour ça que nos parents ont résisté à l'extermination des Noirs parce qu'ils avaient bâti leur résistance sur le renfermement sur eux. C'est pour ça qu'ils ont pérennisé leur vie. Mais à l'heure actuelle, c'est là. Si nous ne nous méfions pas, l'Afrique ne sera plus peuplée, ne sera plus habitée par les Noirs. En l'an 3000, il n'y aura plus de Noirs en Afrique. Même pas un. Il n'y en aura pas en l'an 3000. Même pas un Noir ne va rester en Afrique. C'est ça les faits. C'est le seul peuple qui ne commémore pas ses victimes. Il ne commémore pas ses crimes, les crimes qu'on a commis contre lui. Il ne commémore pas. Il ne dit pas qu'on m'a massacré, il ne faut jamais oublier. C'est pour ça que les Russes n'ont jamais oublié que la France les a attaqués pour détruire le Kremlin. Napoléon a brûlé le Kremlin. Les Russes n'ont pas oublié que la France les avait attaqués. Des millions de morts. L'Allemagne les a attaqués. Donc, c'est parce que nous, on ne comprend rien.
À ces choses, on pense que le monde est fait comme ça, le monde est amour. Le monde n'est pas amour, le monde est violent. Parce que si nous comprenons bien le phénomène de produit intérieur brut et les qui concourent à la création de ce produit intérieur brut et les qui mangent, mais vous êtes libérés. Je dis vous êtes libérés. Le président Biya n'a pas une planche à billets où il va imprimer l'argent. Il n'a pas. Parce que ceux qui ont mis la République l'ont empêché d'avoir la planche à billets. Donc, pour que le président Biya ait de l'argent, il faut que tout ce que je vous ai cité là soit produit par les Camerounais. Pour que les fonctionnaires roulent avec les voitures. Moi, j'étais petit. Le fonctionnaire roulait avec, le sous-préfet roulait avec la pick-up. D'où ça sort que le sous-préfet roule en Prado. 80 millions. Mais regardez donc le mécanisme. Le mécanisme dit que, écoutez-moi, avant de dire Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, à l'heure actuelle où je vous parle, le Cameroun importe le pétrole de Amsterdam. Nous sommes en train de rentrer au comptoir colonial. Nous rentrons au comptoir colonial avec l'aide des Camerounais. Parce que ce sont des Camerounais qui ont brûlé la Sonara. Des gens sont assis. Ils appellent Paul Biya. C'est Paul Biya qui a brûlé. Les gens qui ont brûlé la Sonara avaient l'intérêt à ce que la Sonara brûle. Mais je vais vous dire une chose. La SNH qui fait venir le pétrole de Amsterdam. Écoutez-moi mes frères. Écoutez-moi quand je vous parle, je vous explique ces choses. Nous sommes en train d'aller tout doucement vers la privatisation de l'administration. Ce n'est pas visible aujourd'hui, mais ça sera visible les années à venir. Que Dieu nous garde longue vie sur la terre. Vous allez voir les effets. Vous allez voir. Parce que lorsque nous ne comprenions pas le mécanisme de fonctionnement de ce système, qu'il y a les surveillants d'esclaves et les esclaves. L'esclave travaille pour que le maître s'abreuve. C'est le système. Le fonctionnaire ne produit rien. Mais c'est lui qui mange 80% du travail de la sueur des Camerounais. Il ne participe à rien à la production. Oui, allô? Ouais. Oui. Je te mets en direct, tu poses la question.
passe dans les pays dits développés, notamment aux États-Unis. Mais la question que je pose est la suivante. Est-ce qu'il y a un service au Cameroun que quelqu'un connaît qui n'est pas payant? Qui est un service que l'État offre qui est gratuit? Bon, moi, je vais dire à ceux qui parfois ne connaissent pas, le seul service au sein de la République du Cameroun où tu déposes un dossier administratif sans payer quelque chose, ça s'appelle la Caisse nationale de prévoyance sociale. Tout dossier concernant la Caisse nationale de prévoyance sociale n'a pas besoin de timbre. Le reste, tu dois payer le timbre. Je dis le reste, tu dois payer le timbre pour nourrir le fonctionnaire. Mais la Caisse de prévoyance sociale est financée par quoi exactement? La Caisse de prévoyance, la Caisse de prévoyance sociale est financée par l'esclave. Exactement. Donc on a déjà payé. Si on ne paye pas quelque part, on paye si on ne paye pas ici, on paye là-bas. Non, Dieu donne, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Regarde, quand tu composes ton dossier du bac, n'est-ce pas? Ouais. Tu constitues d'abord le dossier pour de l'examen, non? Oui. Tu payes les termes pour légaliser les papiers, non? D'accord, oui. Maintenant, quand tu peux maintenant déposer la fiche du bac, tu déposes à l'école, tu donnes les frais pour composer le bac. Oui. Tu comprends, non? Or, à la CMP, tu n'as pas besoin de timbre. Tu prends seulement tes photocopies, tu peux déposer. Or, maintenant, le capital de la CMPS, c'est l'argent de l'esclave. Mais c'est ça. C'est son argent de l'esclave qu'on rassemble, on rassemble, ça permet à ce qu'on entretient ceux qui sont là-bas. Exactement. Ils font les placements avec l'argent de la CMPS. Exactement. Ils construisent des maisons avec l'argent de l'esclave. Exactement. Et ils louent encore aux esclaves ces maisons à 300 000. Voilà. Donc tu vois que l'esclave paye toujours. L'esclave, non, je suis en train de dire pour que tu comprennes que la seule personne à tondre, c'est l'esclave. Voilà. Maintenant, juste pour ajouter du lot à ton moulin, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'admire le travail que tu fais, parce que moi je ne pouvais pas le faire. J'aurais éclaté depuis longtemps. On est en train de mettre sur place, au Cameroun, toute une structure pour privatiser tout le pays. Mais oui, doucement, on a dit de mettre c'est doucement et c'est sournoisement. Mais comme les gens n'aiment pas toi, on démantèle l'État, c'est sous nos yeux. Mais Abdel, tu as mentionné quelque chose en passant. Il y a subitement un bruit de fond concernant la bourse qu'il a installée à Douala. Ok? Ouais. On nous dit maintenant que les gens vont devoir aller se financer auprès de la bourse. Elle va prendre l'argent où? Il n'y a pas de planche à pied. Mais elle va, les entreprises, soi-disant, entre guillemets, créées par l'État, vont aller être listées en bourse. Quand une entreprise est listée en bourse, et que le capital est détenu par des actionnaire qui ont acheté des actions en bourse, elle est de fait privé. Mais Dieu donné, c'est parce que nous ne sommes pas constitués en citoyens. Nous sommes constitués en population. L'État ne peut pas mettre une entreprise qu'elle a créée avec l'argent des citoyens, qui est le produit intérieur brut. Dieu donné parce que le peuple camerounais a refusé de raisonner. Sinon,
tous ceux qui ont géré l'ONCPB, le port, tout ce qu'on a privatisé là, devaient être en prison, arrêtés. C'est l'argent du petit peuple. À mon avis, tu as mis le doigt sur le vrai sujet. C'est l'argent du petit peuple. On ne peut pas envoyer une société d'État dans une bourse. Mais c'est l'argent du petit peuple. Le Cameroun n'a pas de bourse. Le Cameroun n'a pas de planche à billets. L'argent qui circule au Cameroun, c'est la sueur du travail des populations camerounaises qui ne sont pas encore constituées en citoyens. Et qui a l'argent, et qui aura un jour l'argent pour aller en bourse, acheter les valeurs qui seront mises en bourse. Ce sont les étrangers qui ont l'argent. Ce sont les étrangers maintenant qui viennent maintenant racheter tout. Ce que nous avons mis sur pied Ce avec que, notre argent. observez, lorsque ces mêmes gens qui ont privatisé ces sociétés, ils ont mis les clauses à l'intérieur. Lorsque cette société qui a racheté une entreprise veut se financer à l'international, elle part avec la garantie de l'État du Cameroun. Donc, en fait, la société qui a racheté l'entreprise d'État, elle n'investit pas. C'est l'État du Cameroun qui va, par sa garantie souveraine, va faire le banque, qui va donner l'argent à cette entreprise. Au lieu que cette entreprise vienne financer le développement de la société qu'il a achetée au Cameroun, il part financer ses activités ailleurs, d'autres. Exemple, Bolloré. Exemple, Ineo. Exemple, AES Sonel. Exemple, Actis. Ils n'ont rien fait. Ce n'est que l'État du Cameroun qui fait que mettre l'argent. Mais lorsqu'il faut bénéficier des revenus que produisent ces entreprises, à ce moment-là, c'est le capital privé qui se tape les bénéfices. C'est ça la réalité. Mais comme nous ne sommes pas encore des citoyens, on ne comprend pas ce mécanisme. On laisse les fonctionnaires décider comme ils veulent, mais c'est l'argent des Camerounais. Ce ne sont pas les fonctionnaires qui travaillent sur cet argent. Le produit intérieur brut, je vous ai cité ce qui produit le produit intérieur brut. C'est les citoyens qui le produisent. Je pense que, depuis longtemps, je pense que tu devrais vraiment insister sur ce qu'est un citoyen. Mais tu donnes, il faut faire au moins 10 directs sur ça. Je vais vous montrer la différence entre un citoyen et la population. Parce que, Abdel, mais le système nous a mis de côté. Ça fait 20, mais nous avons accepté d'être mis de côté. On a accepté d'être mis de côté. C'est pour ça que vous les voyez, ils bagarrent pour se faire remplacer par les enfants. Et pendant qu'ils se bagarrent pour se faire remplacer par leurs enfants, eux sont en train de courir dans les villages pour devenir les chefs traditionnels. Pour devenir les chefs traditionnels. C'est de ça qu'il est question. C'est devant nous que ça se passe. Entre-temps, on nous dit Paul Biya Mosgo, Paul Biya ceci, Paul Biya cela, Paul Biya cela. Oh, le système que nous refusons de voir et de tirer, de dire que le système sur la mer, nous sommes où? Regardez. Regardez, voilà les choses qui se passent. Abdel, avant de te laisser, ça fait 25 ans que j'avais commencé une discussion qui n'est pas encore terminée avec les Camerounais en général. La question était, de cette discussion est, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Non, ça va commencer sur qu'est-ce que c'est qu'un Camerounais? Et ça a évolué à la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un citoyen camerounais? Je n'ai pas encore eu vraiment une bonne leçon, une bonne réponse de la part d'un Camerounais. Je vous jure, et retenez-moi bien, c'est élémentaire. Un citoyen, c'est un individu qui a un intérêt dans un territoire. C'est là où je voulais en venir. Si tu n'as pas d'intérêt, tu n'es pas citoyen. Parce que dès que tu as ton intérêt, et les intérêts sont multiformes. Abdel. Oui. Tu viens de démontrer que les enseignants qui
ne pensaient même pas qu'ils avaient un intérêt quelconque dans ce pays, ont découvert qu'ils avaient un intérêt. Ils avaient un intérêt. L'ONCPB était le nôtre, mais est-ce que nous savions que c'était à nous et que là était notre intérêt dans ce pays? Mais dans l'imaginaire de la population, Paul Biya fabrique l'argent. Et ça continue aujourd'hui. Lis les commentaires des gens, lis les commentaires des Camerounais. L'argent du gouvernement. Ils ne comprennent pas que lorsque Paul Biya part en Europe, en Chine, prêter l'argent, c'est eux qui vont travailler et rembourser. Ils ne comprennent pas ça. Nous ne sommes pas encore convaincus que nous sommes citoyens et que ce pays nous appartient. Et c'est ça le drame. Dès qu'on dit privatisation, le peuple camerounais doit se lever. Quand on dit qu'on doit privatiser cette société, le peuple camerounais sort en masse. Que vous touchez à l'entreprise là, on doit d'abord nous dire pourquoi elle n'a pas marché. Parce qu'ils vont... Des gens s'asseyent, ils démantèlent la société, ils donnent la société à leurs amis. Voilà. La sueur des Camerounais. Qui dit la sueur des Camerounais? Ça veut dire que c'est pour les privés. Vous avez un exemple, les terres des populations Mvokada de Yaoundé. Les populations Mvokada de Yaoundé, pour eux, ils donnaient les terres à l'État. Parce que l'État, c'était un bien commun. Je vous dis à aujourd'hui, tu prends le marché du Mfundi en remontant jusqu'au palais des congrès de Yaoundé. Écoutez-moi mes frères. L'église presbytérienne qu'on appelle l'église Bokeville à Yaoundé. Cette église a vendu là où on a conçu l'immeuble de la BEA à l'État du Cameroun. Cette église a vendu cet espace d'Invokada à des millions de francs à l'État du Cameroun. Le secrétaire général de l'époque de cette église s'appelait M. Bibaya. Pasteur Ambadjan. Je sais de quoi je parle. Mais c'est parce que nous avons refusé d'être citoyens. Si les Mvokada étaient des citoyens, ils allaient dire, hein? Vous faites quoi là? Voilà. On vous a donné. Mais au moment où vous voulez bien vendre, c'est autre chose. Donner pour rester et vendre, c'est pas la même chose. Tu es arrivé à la question que je voulais poser, la dernière question que je voulais poser. Et si les Camerounais refusaient d'être citoyens, Abdel? Si les Camerounais refusent d'être citoyens, tant pis. Je donnais. Ceux qui vont accepter d'être citoyens vont se mettre ensemble et devenir une force. Les enseignants sont en train de le comprendre aujourd'hui. Regarde ce qui se passe. On continue à manipuler les enseignants, non? Non, les gens veulent récupérer notre mouvement. Chers enseignants, je vous dis, organisez-vous. Mettez à la tête de vos mouvements des responsables qui vont défendre vos intérêts. C'est tout. Le gouvernement a besoin des hommes avec qui ils vont parler parce que on est d'abord une même famille, on est appelé à nous parler. Si vous restez, que vous allez rester sur le numérique, vous allez rester sur le numérique, ça ne va pas servir. Ça ne va pas servir votre intérêt. Vous avez l'obligation d'envoyer 10 personnes à Yaoundé par région. Une personne par région. Vous dites, la région du Nord est représentée par un enfant du Nord. La région du Sud, vous avez les mêmes problèmes. Parce que la nuit que vous passez là aujourd'hui, là, c'est pour empêcher que ceux qui vont venir derrière vous continuent de souffrir comme vous avez souffert. C'est ça le citoyen. Le citoyen résout des problèmes qui vont faire en sorte que la génération future ne doit pas avoir les mêmes difficultés que eux. Vous croyez qu'à l'époque, quand les gens sont venus dans ce pays-ci, là, ils avaient les motoneiges? Non. Ils n'avaient pas les motoneiges. Ils ont apporté des solutions aux problèmes qu'ils ont trouvés sur place. Mais ça, ce sont des citoyens responsables. C'est de ça qu'il est question. Parce que le problème est que
Dieu donné, j'ai parlé de ça ici. Aujourd'hui, les artistes et musiciens sont en train de comprendre. Les footballeurs ont réussi à récupérer le football entre les mains des fonctionnaires. Vous voyez, non? C'est la première fois au Cameroun que la Fédération camerounaise de football loge les équipes qui sont en déplacement. Avec la liste des hôtels, on connaît que dans cet hôtel, telle équipe doit dormir durant tout le championnat. C'est la première fois au Cameroun que c'est la fédération qui prend en charge les logements des équipes qui vont jouer le championnat Elite 1 et Elite 2. C'est la première fois au Cameroun. Parce que les footballeurs ont réussi à enlever entre les mains des fonctionnaires leurs affaires. Et c'est ça qui doit se passer. Vous les enseignants, je continue de vous dire, l'association pour la défense des droits des enseignants est différente du syndicat des enseignants. Je continue de vous le dire. Si vous pouvez m'écouter. C'est ça qu'il est question. Abdel, le problème est que quelqu'un qui décide d'être citoyen doit accepter qu'il a des droits, mais qu'il a aussi des responsabilités. Mais Dieu donné, c'est le citoyen qui connaît qu'il a des droits, il a les devoirs. La population n'a que des devoirs. Elle n'a pas de droits. Voilà. Écoutez-moi, la population n'a que de devoirs. Elle n'a pas de droits. C'est clair. Voilà. Voyez bien dans les pays où nous vivons tous, il y a un contrepoids. Les syndicats sont en train de se lever la vie chère. Tout augmente sur le marché. Le salaire est fixe. Dès qu'on augmente le salaire, on augmente le taux d'inflation. La monnaie, la Banque Canada diminue son taux directeur ou augmente son taux. Et le taux directeur que la Banque Canada modifie là va influencer sur la base des hommes, des petits citoyens. Ça rend encore plus riche l'élite. Parce que la Banque Canada a modifié le taux directeur. Ça change tout. Ton crédit change tout. Tout change. Rappelez, enfin, je vais te laisser continuer, mais je voudrais une dernière chose que je voudrais dire pour les privatisations qui ont chamboulé l'économie camerounaise. On a tout vendu. Mais Dieu donné. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais ils vont le faire à travers la soi-disant bourse du Cameroun. C'est exactement c'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils créent la bourse. Observe bien. Ils ont créé la bourse. Les requins qui ont créé la bourse, depuis qu'on a créé la bourse au Cameroun, tu n'as que deux entreprises qui sont là-bas. Hein. Voilà. Une partie de la Socapalme et la société financière régionale. Tu vois, on a poussé la régionale à aller là-bas parce qu'on refuse à donner à la régionale le statut de banque. Oh, la régionale devait déjà avoir son statut de banque. C'est ça la vérité. Donc, je continue de vous dire, nous allons être malmenés si nous décidons de rester au niveau de population. Une population n'a que des devoirs. Mais un citoyen a des droits et des devoirs. Tu dois savoir quel est mon droit. Tu dois savoir quel est mon devoir. Les Allemands connaissent très bien quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs. Vous jetez un pied au sol, un Allemand va vous dire de ramasser. C'est son devoir. Oui. Mais chez nous, les gens s'amusent à brûler les feux. Mais Dieu donné, les gens sont toujours au niveau de population. Je dis et je dis, je persiste et je signe. Lorsque nous allons comprendre ça, quand l'État va dire, on a privatisé en France même les routes.
Je dis même les routes sont privatisées en France. La dernière grande entreprise française, Alstom, a été privatisée par le bonhomme qui est à la tête de l'État aujourd'hui. Aujourd'hui, le monsieur qui a privatisé la plus grosse entreprise française s'appelait Alstom. Il faisait les trains, les TGV, les machines, les centrales nucléaires. Il a vendu ça à une entreprise américaine, General Electric. Voilà. Et pour le récompenser, on lui a dit président. Comme on est en train de le fabriquer là pour le remettre président. À la barbe du peuple français, qui n'a rien compris à la réalité. Ils sont toujours au stade de population. C'est ça la vérité. Vous ne pouvez pas travailler. Il y a une loi en France qu'on a appelée la loi Pompidou-Giscard. Parce que la loi Pompidou-Giscard, parce que Giscard est président, Pompidou est premier ministre. C'était ça, non? La loi Pompidou. C'est Pompidou qui était président Giscard premier ministre, non? Correct. La loi Pompidou-Giscard. Oui, oui. Cette loi en France avait dit que, en 1900, écoutez comment les banquiers ont pris le pouvoir sur les États. Dès que cette loi est passée en France, on a commencé à l'appliquer dans tous les pays de la planète. C'était la prise du pouvoir par les banquiers sur les États. Ils ont finalisé ça aux États-Unis sous le règne de M. Bill Clinton. C'est récemment que Donald Trump est venu enlever. Il a remis ça aux Américains. Que la Banque centrale américaine appartient au peuple américain. La loi de 1973 en France dit que lorsque l'État français a besoin de financer son économie, l'État français doit s'adresser aux banques commerciales, la banque Lazare et la banque Rothschild. Ces deux banques vont s'adresser à la Banque centrale de France, dont on a appelé la Banque centrale de France, dont les fondateurs sont privés. La Banque Lazare et la Banque Rothschild. On va mettre devant Banque de France, mais les textes qui régissent la Banque de France est une organisation privée. La loi dit que si l'État français a besoin de l'argent, l'État français doit s'adresser à la banque commerciale, la banque Rothschild et la banque Lazare. La banque Lazare et la banque Rothschild vont s'adresser à la Banque de France. La Banque de France va leur donner de l'argent, va leur imprimer de l'argent à taux 0%. Venir maintenant emprunter l'argent à la banque, à l'État français à un taux de 6%. Lorsque la banque Lazare et la banque Rothschild font faillite, comme ça s'est passé en 2008, l'État français prend l'épargne des Français, donne au banquier. Lorsque le banquier est en faillite, c'est l'esclave qui vient renflouer les caisses des banquiers quand ils font faillite. Lorsque l'État fait faillite, le banquier vient prêter l'argent à l'État. Il faut que vous compreniez dans quoi vous êtes. Je dis souvent aux gens, moi, aller marcher pour un homme politique, sauf si je suis ministre, premier ministre, directeur général, responsable d'une grosse entreprise privée. C'est pas marcher. Et présentement, un autre exemple, je ne peux pas marcher. Un autre exemple de ce qu'est un citoyen, c'est que l'État défend ses intérêts. Nous, les citoyens, devons défendre nos intérêts. Je prends un exemple. Je crois que je t'ai envoyé un article. Au Kenya, et je crois en Ouganda ou en Tanzanie, mais en Afrique de l'Est, le Kenya, plus dans les pays d'Afrique de l'Est, on est en train de tester
un vaccin sous-cutané. Oui. Aujourd'hui, où on nous dit que le Covid, cette histoire est en train de mourir, mais on est en train de vacciner les Africains avec on ne sait pas quoi. Et le Kenya et un autre pays, et je crois la Tanzanie, se sont portés volontaires. Ouais. Mais ce n'est que les citoyens qui vont se lever pour dire nous n'en voulons pas. Parce que l'État a besoin de nourrir son fonctionnaire. Quand le laboratoire va lui dire, je viens chez toi tester ce vaccin, je te donne un financement de 200 milliards de dollars. L'État va dire, donne-moi l'argent. L'État prend l'argent pour faire quoi? C'est pour nourrir le fonctionnaire. Bien sûr. On va vacciner la population. Voilà. Vous n'avez pas les mêmes intérêts. Mais si nous ne sommes pas citoyens, si nous n'avons pas conscience de ce qu'est un citoyen, c'est ça qui va nous arriver. Nos capacités, et nous ne nous organisons pas en tant que citoyens, eh bien nous continuerons à être du bétail. Bien sûr. Ou alors un peuple. Bien sûr. C'est ce qui se passe, je vous dis, c'est ce qui se passe au Kenya, là où nous parlons. Là. On est en train d'injecter, on ne sait pas quoi, sur les populations. Bon. Ok. Oui. On parle, je pars d'abord à la repos prendre quelqu'un. Bon. Tous ceux qui sont dans la ville de Montréal et ses environs, le 16 avril, il y a une soirée culturelle organisée par le promoteur culturel Tef Chaleur. Vous pouvez réserver vos billets. Et ça va un peu nous sortir du Covid là, parce que on a beaucoup souffert de cette histoire de Covid. On a beaucoup souffert de cette histoire de Covid. On a beaucoup souffert. Soirée de confinement. Le rendez-vous des hommes et des femmes d'honneur. Un service traiteur à la hauteur. Le 16 avril 2022. 1956. Rue Frontenac à Montréal. H2K. 2Z1 pour code postal. Je répète, la soirée est à l'adresse 1956 rue Frontenac à Montréal au code postal H2K 2Z1. Ça sera une soirée de déconfinement pour reprendre les activités culturelles de tout le monde. Nous sommes en train de mettre sur pied l'association des enfants de la forêt de Montréal. Quand je vais finir de légaliser l'association, je vais dire aux gens, voilà l'association des enfants de la forêt. On n'a pas le choix. Bon, je m'arrête pas quelqu'un à l'aéroport. Je vous dis merci. On se prend en soirée. Non, demain, pardon. Quand quelqu'un te parle de Paul Biya, dis qu'il n'a pas compris le système. Dis que mon frère, c'est pas Paul Biya le problème. Le problème, c'est nous. On a refusé d'être des citoyens. On pense qu'on a les mêmes intérêts que l'État. On n'a pas les mêmes intérêts. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camorronisme aigu. Tu es une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils n'ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais.